Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique, Pat Laprade, Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté. En forme? Oui. Ben oui, très bien, très bien. Encore un podcast d'actualité parce que la saison de la LPHF n'est pas encore commencée. On est aujourd'hui, on est quoi, mercredi le 3 novembre? Non, le 5 novembre? Oui, je me suis rappelé qu'hier, c'était le 4 novembre au soir, donc on est rendu le 5. Mercredi le 5, de l'actualité, il y en a eu dans les dernières semaines. Puis, je veux commencer avec ce que je vous ai parlé lorsqu'on a fait notre spécial LPHF, notre camp d'entraînement de notre podcast, de notre balado, les signatures de Marie-Philippe Poulin, Laura Stacey et Anne-Renée Desbiens, parce que depuis qu'on a fait cet épisode-là, ça a été confirmé, que les trois avaient re-signé avec le club pour 2 autres saisons. Et ça a aussi été confirmé d'une certaine façon par Daniel Sauvageau, la DG, mais également par Laura Stacey en entrevue, comme quoi on avait accepté pour cette année d'être payé moins cher. Daniel Sauvageau a utilisé l'expression plus près de la moyenne, donc au niveau de la moyenne salariale. Laura Stacey a expliqué un peu que les trois s'étaient parlé puis ils cherchaient une façon d'aider l'équipe à rester compétitive. Bon, moi de mon côté, c'est une information que j'ai sortie, ça fait quand même quelques mois de ça. Et bon, de ce que j'entendais, c'était l'équipe qui l'avait proposé. Ça se peut, ça a été commun aussi des deux côtés. Mais bref, c'est confirmé. Les trois sont avec la victoire pour les 2 prochaines saisons. J'étais surpris qu'on en parle, peut-être pas ouvertement, mais qu'on en parle de ça. Tu pensais que ça allait rester caché, quoi? Moi, tu sais, on parle d'une ligue qui ne dévoile pas les salaires de ses joueurs. Ouais. Alors, j'ai été un peu surpris que autant du côté de la direction que du côté, en tout cas, d'une des joueuses, qu'on en parle que, ben oui, on essaie, tu sais, sans rentrer trop dans les détails, on a essayé de trouver une façon d'aider l'équipe. Bon. Oups, et voilà, un petit coup sur mon micro. Ça commence bien la saison. C'est bon pour Marie-Philippe Poulin. Ça a été bon aussi pour Anne-Renée Desbiens, Laura Stacey. On n'est pas nécessairement surpris que ce soit ces trois-là qui aient accepté ou qui aient proposé d'être payés différemment cette année pour aider l'équipe. Mais différemment, ils acceptent une baisse de salaire, sauf que dans les prochaines années, est-ce qu'ils auront plus d'argent? Ou... Moi, c'est l'info que j'avais eue. L'info que j'avais eue, c'est qu'au final, quand tu vas regarder les 3 années de salaire, c'est quand même une moyenne de salaire qui va être substantielle. Par contre, cette année, le budget était plus difficile du côté de Montréal, donc on a voulu... Puis bon, on en a parlé aussi la dernière fois, il y a eu une purge du côté de Montréal, donc c'est sûr que là, il fallait amener du nouveau sang dans l'équipe. C'était pas nécessairement évident. Il fallait trouver une façon de signer tous ces gens-là, toutes ces joueuses-là. Donc, cette année, c'est là qu'il fallait un petit coup de main, j'ai l'impression. Bien, c'est correct. T'sais, si au final, ils reçoivent le même montant, que ce soit cette année qu'ils en reçoivent moins, ouais. La seule bonne nouvelle, c'est qu'ils paieront moins d'impôts au pire dans un an. Mais si au final, ils acceptent de faire ça pour aider l'équipe, moi, ça me surprend pas nécessairement. Ces 3 filles-là veulent rester à Montréal, veulent aider l'équipe. C'est pas quelque chose qui est très surprenant, sachant que au final, sur les 3 années, ils vont quand même recevoir le même montant que s'ils étaient répartis dans les 3 années. L'objectif, c'est qu'ils soient payés leur juste valeur. C'est ça un peu le but, la Ligue. Puis le fait qu'ils fassent ça cette année, ça démontre à quel point c'est des filles d'équipe puis qu'ils veulent gagner la Coupe, tu sais. On la veut cette année, mais sinon, c'est sur peut-être un horizon de plus 2 ans, 3 ans. Mais l'objectif, c'était d'aller chercher des bonnes joueuses cette année pour venir combler un peu les pertes qu'on a eues l'année passée avec le Et on a vu avec Shohei Ohtani aussi. Je pense qu'il y a quand même sensiblement le même type de contrat où ce qui accepte d'avoir un petit peu moins cette année. Shohei Ohtani, sa structure salariale est différente mais qui accepte quand même de recevoir moins. C'est qu'il reçoit moins, mais ensuite, il va recevoir comme beaucoup plus. Oui, là, parce qu'il accepte moins cette année. Il y a des bonus aussi là-dedans, ouais. mais Connor McDavid est peut-être le meilleur exemple. Connor McDavid qui a signé 2 ans, 12 millions par année, alors que Kirill Kaprizov
Kaprizov, merci, du Wild, a signé pour 17 millions. On s'entend? Mais c'est un peu différent parce que McDavid va quand même recevoir 12 millions pour 2 ans. C'est pas une année plus, puis moi aussi, je frappe. Ben oui, exact. Une année plus, puis l'autre année moins. Non, mais McDavid aurait pu demander 17 millions. Ben, c'est le meilleur joueur de la Ligue, tu comprends? Et il a quand même accepté un salaire en bas de sa valeur si on le compare aux autres pour rester à Edmonton puis gagner à Edmonton parce que... Ben, ce que ça dit, c'est qu'Edmonton a 2 ans pour gagner. Exactement. Après ça, le message qu'il envoie. Ouais. Maintenant, du côté de Montréal, je pense pas que ça veut dire qu'on a 3 ans pour gagner. Ben non, parce que c'est une ligue à court terme. C'est une ligue à court terme. Vous êtes fatigable. C'est Pat. Hey, c'est Daniel Sauvageau qui a parti ça, mais puis on va en parler dans pas long. Mais Amy Shear a confirmé qu'il y aurait de 2 à 4 nouvelles équipes l'an prochain. Donc, c'est encore plus une ligue à court terme. Là. Parce que là, tu ne sais pas qui tu vas perdre l'année prochaine. Là. Donc, ça, c'est encore plus important. Mais oui, je ne suis pas nécessairement surpris. Puis Laura Stacey l'a dit. On voulait rester à Montréal. Ouais. C'est sûr. Ben oui. T'as Marie-Philippe Poulin. C'est l'image de la victoire, là, ces 3 filles-là. Ben oui. C'est les 3 joueuses de franchise de l'équipe. Anne-Renée Desbiens, c'est une Québécoise. Marie-Philippe Poulin aussi. Puis Laura Stacey, c'est ce qu'il y a de plus près d'une Québécoise qui n'est pas une Québécoise dans l'équipe. Là, donc, c'est sûr que... elle et peut-être Erin Ambrose aussi, là, mais c'est sûr que c'est des joueuses qui voulaient demeurer ici. Puis à partir de là, tu t'entends sur quelque chose avec lequel tu es à l'aise. C'est juste que il y a certaines personnes qui ont été un peu surpris de ça parce qu'on est à l'année 3 d'une ligue où... pour la première fois, il y a quand même beaucoup de joueuses qui sont capables de vivre de leur hockey et on parle déjà d'accepter des réductions salariales. Par contre, les joueuses qui le font, je pense pas que ce soit les joueuses les plus démunies dans l'équipe. Marie-Philippe en premier. Puis bon, Anne-Renée, je pense qu'elle se tire bien d'affaire également avec leurs années avec Hockey Canada, puis avec les commandites. Des commandites, puis les signatures d'autographes maintenant qui prennent de plus en plus de place et de... Mais tu sais, c'est pas une baisse, c'est pas une diminution. Ils vont l'avoir dans... Tu sais, la moyenne va être la même. C'est juste que cette année, ils vont avoir un peu moins. J'ai pas les détails exacts, mais ce que je sais pour sûr, c'est que cette année, le salaire de ces 3 joueuses-là est moindre que leur salaire des 2 premières saisons. Je comprends. Fait que ça c'est ce qui est sûr et certain dans l'info que j'ai. Le reste, oui, ils vont aller en chercher plus. Maintenant, la moyenne au total va donner quoi exactement? Je suis pas certain, mais oui, on va aller chercher plus que cette année, ça, c'est sûr. Mais c'est une bonne nouvelle, tu sais, qu'ils ont décidé d'accepter ça. C'est bon pour l'équipe de Montréal, puis tant mieux parce que ils ont été chercher des bonnes joueuses avec, on pourrait dire, ce sacrifice-là. C'est pas un sacrifice, mais un choix qu'ils ont décidé de faire cette année pour l'équipe. Ils ont pensé à l'équipe et non à elle. Là. Exactement. Je veux juste faire une petite manchette de plus pour la victoire avant de tomber dans les équipes d'expansion. Dara Gregg, la dernière fois que je vous en ai parlé, selon l'info que j'avais obtenue, elle n'avait... en fait, selon les déductions suivant l'info que j'avais eue, moi, on m'avait dit, si elle est sur le site web, c'est parce qu'elle a signé un contrat avec l'équipe où ses droits appartiennent à l'équipe. La seule façon, puis aucune annonce de contrat a été faite pour Dara Gregg, donc je m'étais dit, la seule façon qu'elle peut encore appartenir à l'équipe, parce que techniquement, l'équipe l'a repêché l'année passée, elle a signé pour 1 année, mais ses droits appartiennent à l'équipe pour 2 ans. Sauf qu'il y a une nouvelle règle qui s'est ajoutée, c'est les offres qualificatives. Et pour garder la joueuse pour la 2e année, pour que ses droits appartiennent à l'équipe pour la 2e année, on devait lui avoir fait une offre qualificative. Donc, moi, selon l'info qu'on me donne, si elle est sur le site web, ses droits appartiennent à l'équipe. Je dis, OK, donc, elle a reçu une offre qualificative. Suivant une discussion que j'ai eue avec Daniel Sauvageau, elle m'a confirmé que Dara Gregg n'avait pas reçu d'offre qualificative. Donc, techniquement, pendant quelques semaines, fin juin, début juillet, Dara Gregg a été une joueuse autonome et aura pu s'entendre avec n'importe quelle équipe de la Ligue. Par contre, elle a accepté qu'elle repart en juillet un contrat, si vous voulez, de camp d'entraînement, c'est-à-dire qu'elle a accepté de se présenter au camp d'entraînement de la Victoire sans contrat. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que ça va donner en bout de ligne, mais visiblement, on n'a pas voulu lui offrir un contrat, on n'a pas voulu s'assurer de garder ses droits
pour la saison qui s'en vient. Donc, on vous laisse donner du jeu pour, j'imagine, ne pas la garder en bout de ligne. Ben, on sait pas. Je pense que c'est une bonne décision de ne pas nécessairement l'avoir signé. Moi, je pense que beaucoup des choix qui restent à l'attaque, ils vont se battre au camp d'entraînement. Donc, ça fait une compétition qui est saine au sein de l'équipe. Puis, au niveau de Montréal, est-ce que c'était une valeur sûre à garder? Non. Même l'année passée, j'ai trouvé qu'on l'a mis beaucoup, un peu partout dans l'alignement. On essayait de trouver comment qu'elle pouvait tirer son épingle du jeu. Autant on l'a mis sur l'avantage numérique, on a mis sur le deuxième trio, sur le premier trio, sur la quatrième ligne. Elle était partout dans l'alignement. Donc, j'ai l'impression qu'on a eu de la difficulté à trouver comment que cette fille-là peut aider ou peut apporter à Montréal. Donc, de ne pas la signer, pour moi, fait quand même énormément de sens. Et que si elle va se tailler une place, il va falloir qu'elle travaille pour. De ne pas la signer, je comprends, 100%. De ne pas lui faire d'offre qualificative pour au moins conserver ses droits, ça veut dire qu'on était prêt à la perdre. Oui. C'est ça la différence pour moi, tu comprends? Donc, elle s'en vient quand même à Montréal. Est-ce qu'il y avait un entente de dire, peut-être qu'elle veut rester à Montréal aussi? On parle beaucoup des filles qui acceptent des salaires moindres parce qu'ils veulent rester à Montréal ou rester dans des équipes. Oui. Est-ce que c'était une discussion qui avait été parlée dans le passé, de dire, Derek Greg veut rester à Montréal, son frère joue à Ottawa, il n'est pas trop loin, est-ce qu'elle serait prête à elle quitter aussi? En tant que l'équipe de Montréal, sa place n'était pas nécessairement assignée, fait que, sans être méchante, c'était pas nécessairement une grosse perte que si toutefois on la perdait, sachant qu'on a quand même des nouvelles venues qui s'en viennent. 100%. Ma compréhension, c'est qu'elle a bien aimé Montréal, puis elle voulait se donner une deuxième chance à Montréal. D'ailleurs, elle s'est entendue pour avoir une place au camp d'entraînement relativement tôt dans le processus. Donc, c'est un peu ça. Puis rendu là, on verra. Si elle ne fait pas l'équipe ou si elle est mise sur la liste de réserve, elle pourra toujours être approchée par une autre équipe à ce moment-là, ou peut-être que ce sera l'Europe comme d'autres filles, d'autres joueuses ont eu à prendre cette décision-là l'an dernier, Audrey-Anne Veillette, entre autres, et d'autres. L'expansion. Il faut en parler. Il faut en parler parce que dans une conférence de presse, il n'y avait absolument rien à voir avec ça. Amy Shear a comme sorti une bombe, la vice-présidente principale aux opérations affaires de la LPHF a sorti une bombe, c'est-à-dire qu'elle a confirmé que l'an prochain, il y aurait au moins, j'ai beaucoup de misère avec ces deux mots-là, 2 à 4 équipes. 2 à 4 équipes. Il n'y a pas de S. 2 à 4 équipes dans la LPHF. Au moins 2 à 4. J'ai comme l'impression que ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'il va en avoir 2 à 4 et non pas au moins 2 à 4, là. Parce qu'au moins 2 à 4, ça veut dire qu'il pourrait en avoir 6. Je pense pas que c'est ça le but. Peut-être qu'elle veut dire au moins 2. Au moins 2. Ouais, au plus 4. Au plus 4. Mais elle a dit ça en anglais, pas en français. Elle a dit ça en anglais, mais la traduction... en anglais, c'était « at least 2 to 4 teams Okay, ». C'est ça. Fait que, tu sais, s'il y a 4 équipes, 2, je m'y attendais. 4, non. C'est beaucoup. Est-ce qu'il y a le bassin? Puis là, je comprends, là. On va nous dire, ça donne des emplois à un paquet de joueuses. C'est correct. Ouais. Mais est-ce qu'il y a la profondeur? Est-ce qu'il y a assez de joueuses pour ne pas venir diluer le talent sur la glace? Ou est-ce que c'est grave si ça arrive? Il va falloir aller chercher des Européennes aussi. Oui. Si les Européennes s'en viennent, on le sait, là, c'est l'année olympique, donc il n'y a pas nécessairement... Oui, il va y avoir des championnats mondiaux, mais d'avoir ces filles-là qui viennent, qui ont l'expérience autant sur la scène internationale que qui ont joué beaucoup. Il y en a quand même, je ne sais pas combien il y a de filles en Europe, mais il y en a quand même beaucoup, là. Des filles aussi qui ont quitté d'ici, mais qui sont natives de là-bas. Je pense qu'en ayant cherché ces filles-là, puis c'est ce qu'on veut. Parce que juste la classe qui gradue universitaire, il n'y aura probablement pas assez de monde. C'est une grosse cohorte, par contre, 2026, avec une cohorte très talentueuse. Ça va être talentueux, mais c'est plus en termes de nombre aussi, la problématique. C'est pas, je questionne pas le talent, je questionne 4 équipes, c'est beaucoup de filles, là. 4 équipes, c'est avec les joueuses de réserve. Mettons, c'est 100 filles, là, faire un chiffron. C'est ça, pour faire un chiffron, c'est 100 mais moi, ce que j'espère, c'est que si ça arrive, qu'on enlève la foutue réserve. 100%. Qu'au moins, qu'on aille des contrats. Là, actuellement, on a 6 équipes. 8 équipes.
fois 3, c'est 24 filles qui sont ses réserves. Ben, juste là, tu as une équipe. Ouais. T'sais, après ça, il reste 3 équipes à combler. Ben, c'est pas si pire vu comme ça, tu sais. Mais la réserve, il faut que ça n'a plus raison d'exister. Là, honnêtement, c'est allonger au pire l'alignement, puis on l'a dit dans des balados précédents, mais on peut pas s'attendre des filles de donner le même effort, le même niveau d'engagement, sauf qu'est-ce qu'on est sur la route, parce que quand les équipes sont sur la route, les filles restent ici. Mais tu peux pas t'attendre avec des salaires 15-20 000 pour l'année, puis que tu sois là à toutes les jours. C'est 15 000. Ben, au moins 15 000. Ça va peut-être augmenter. Mais tu comprends? Ouais. Fait, en tout cas, moi, je pense que vu comme ça, c'est quand même une belle opportunité pour ces filles-là qui sont sur les réserves, puis en espérant que les filles de l'Europe viennent aussi pour combler ces postes-là. Je vous amène sur les joueuses européennes, justement. On a vu que c'était pas nécessairement facile faire le saut Europe versus Amérique du Nord chez les professionnels. On l'a vu avec Lina Youngblom à Montréal. On l'a vu avec Nora Toulouse à New York, qui est même retournée en Europe cette année. Des joueuses qui étaient dans le top 5 des meilleures pointeuses de la ligue la plus forte en Europe, qui ont à peine réussi à mettre des points sur le tableau ici en Amérique du Nord. Oui, ça va amener un bassin de joueuses d'Europe. Je suis d'accord en termes de nombre. En termes de diluer le produit, ben, ça, c'est sûr. Ben, là, on tombe avec des... Puis on l'a vu aussi, c'est pas tous les universitaires non plus qui sont saraffiliés, là. Donc, il y a quand même... Puis je comprends de la cohorte cette année, c'est talentueux. Caroline Harvey, Lila Edwards, puis bon, il y en a plein, là. Abby Murphy. C'est des joueurs qui devraient, en principe, avoir un impact dès leur première saison. Mais on n'a pas 20 joueuses comme ça non plus. Ce qui m'amène à parler justement du produit sur la glace, est-ce que, Kim, diluer le produit, c'est si grave que ça dans un contexte où on veut expansionner et on veut établir une ligue qui n'est pas juste à 6 ou 8 équipes? Ben, pour être honnête, je pense que les partisans ils vont être déçus. Je pense que c'est là qu'on va avoir un peu la problématique. Là. Parce que les gens, ils veulent voir les meilleurs sur la glace. Puis, tu sais, ils se déplacent pour voir une Poulain, une Stacy, une Anne-Renée, une Knight. Fait que c'est sûr que si on en a moins sur la glace qu'une équipe qui n'en a pas de superstar comme ça, j'ai peur que ça nuit à l'organisation. Fait que là, la problématique, c'est qu'on va diluer ces superstars. On va peut-être en avoir 1, 2 par équipe. Puis là, la problématique, c'est est-ce qu'ils vont avoir des joueuses assez talentueuses pour venir leur aider. C'est un peu ça. On va avoir un gros premier trio dans à peu près toutes les équipes. Oui. Puis après ça, ça va être... Puis la profondeur, ça va être plus tough. Ça, c'est mon impression. Fait que j'ai peur pour ça. J'ai peur que les partisans soient déçus. Tu sais, puis veut pas, c'est ces filles-là qui vendent les billets, là. Fait que est-ce que ça va avoir un impact à court terme par rapport à ça? J'ai peur que oui. Mais en tout cas, fait qu'on n'a pas le choix parce qu'ils ont décidé d'y aller de cette façon-là, mais j'espère qu'ils vont pas se tirer une balle dans le pied parce qu'on veut voir cette ligue-là grandir pour les prochaines années. On veut pas que ça fasse comme nous, dans notre temps, qu'ils ont décidé de lancer le flambeau, c'est terminé, ferme des ligues. Tu sais, un moment donné, c'est difficile pour une fille de jouer au hockey, puis un moment donné, on se tanne, on décide de partir à la retraite. Fait qu'on veut pas perdre ces filles-là. Il y a beaucoup de jeunes filles qui vont arriver dans les prochaines années, mais on va perdre aussi beaucoup de joueuses qui sont des superstars présentement, on va en perdre dans les prochaines années parce qu'ils vont vouloir fonder une famille. On est rendu... Tu sais, ils ont notre âge, là. Fait qu'à un moment donné, le corps aussi suit un peu moins, là. C'est plus difficile. Mais tu sais, est-ce qu'on fait ça, justement, pour préparer le terrain? Pour dire, pendant que ces filles-là sont encore là, ben essayons d'amener les jeunes pour leur donner un petit peu d'expérience pour quand que ces filles-là partent, ben au moins, ils auront eu la chance de faire un peu leur nom. T'sais, ou est-ce que finalement, on va avoir des équipes où ils vont jouer à 2 lignes parce que finalement, leur 3e trio puis leur 4e trio n'est pas nécessairement de compétition? On le sait pas, mais ça va être intéressant de voir. L'un des côtés ou l'un des envers de cette médaille-là, c'est que tu veux pas non plus courir le risque qu'un paquet de joueuses qui auraient un potentiel pour jouer peut-être sur un 3e ou 4e trio dans une LPHF forte, ben, fassent autre chose de leur vie parce que, ben là,
on n'expansionne pas, on n'amène pas de nouvelles équipes. Puis là, ça fait en sorte que ces joueuses-là sont pas repêchés. Et puis, ben, ils décident... l'Europe, c'est pas pour tout le monde. Puis s'ils décident d'y aller en Europe, ben, après une saison, ils reviennent. Puis bon, finalement, ils finissent par travailler dans le domaine dans lequel ils ont étudié. Il y a peut-être aussi un côté de, ben, on veut en profiter pendant qu'il y a un certain momentum au détriment du produit qu'on va donner sur la glace. Mais la question que je me demande, c'est est-ce que c'est un mal nécessaire? Parce que, puis là, honnêtement, je doute qu'on ajoute quatre équipes. Voyons, pourquoi je mets toujours un S? Je doute qu'on va ajouter... Parce que tu penses qu'on est le 3 novembre. Je doute qu'on va ajouter 4 équipes l'année prochaine. 2, ça serait correct. Moi, j'ai l'impression que ça va être 2 l'année prochaine, 2 l'année d'après. C'est déjà un moindre mal. Tu sais, ça te donne au moins... Tu sais, ça fait 2 nouvelles équipes sur 3 ans. Tu sais, parce que cette année... doubler le nombre d'équipes sur 3 ans. Cette année, ils ont rajouté 2 équipes, mais les équipes se sont pas nécessairement affaiblies, là. On s'entend? Les équipes... Non. En fait, ça va être intéressant de voir. Tu dis non, mais c'est pas que les équipes se sont affaiblies, c'est que là, on a 2 équipes, particulièrement Vancouver, qui sont des équipes quasiment toutes étoiles. Donc, c'est pas que toutes les équipes se sont affaiblies, mais ces 2 équipes-là sont vraiment fortes. Maintenant, ça va être intéressant de voir sur la glace comment ça va se traduire. Mais ça, tu ne pourras pas nécessairement avoir ça à chaque année non plus. Puis on a tellement critiqué le processus d'expansion qu'il est à revoir, ce processus-là aussi, pour l'année prochaine. Et là, en ce moment, de ce que je comprends, il n'y a personne qui sait rien. Là. Amy Shear a sorti ça, mais il n'y a pas encore un processus qui est mis en place. Les DG ne savent toujours pas à quoi s'attendre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en début de saison. L'année passée, ils ne savaient pas à quoi s'attendre, puis ça s'en venait à la fin. Donc, on va essayer de voir le côté positif. Il y a une amélioration à ce niveau-là. Maintenant, j'ai hâte de voir à quel moment on va leur... À la limite, que les DG savent à quoi s'attendre sur le processus le plus tôt possible, parce que tous tes moves au cours de la saison vont avoir une incidence à un moment donné ou à un autre. Si tu fais une transaction, ben tu ne fais pas la même transaction si tu sais que tu risques de perdre telle joueuse ou la joueuse que tu vas chercher ou vice-versa. Donc, j'espère que pour les DG, ils vont au moins avoir cette information-là plus tôt que tard. Mais dans les 2 situations, qu'on fasse une expansion, on va diluer un peu. Peu importe, là, c'est sûr qu'on dilue un peu. Ou qu'on le fasse pas, on perd des excellentes joueuses. Fait que dans les 2 scénarios, c'est pas l'idéal. C'est pour ça que je disais, est-ce que c'est un mal nécessaire? J'ai l'impression que oui. C'est sûr que le produit sur la glace va être hypothéqué. Mais à un moment donné, si tu veux grandir comme ligue, tu peux pas nécessairement attendre 5 ans qu'il y ait un plus fort bassin parce que tu vas perdre trop de joueuses là-dedans parce qu'il n'y a pas une 2e ligue. Tu sais, je fais souvent le parallèle avec la Ligue nationale, mais la Ligue nationale, en 67, elle a doublé son nombre d'équipes, passé de 6 à 12 en une année. Mais tu avais une Ligue américaine où il y avait des équipes dans la Ligue américaine qui auraient pu compétitionner avec les équipes de la Ligue nationale, qui avaient des joueurs qui étaient assez forts pour être dans la Ligue nationale. C'est sûr, ça a dilué le produit parce qu'on est passé de 6 à 12 équipes. Mais au final, tu avais quand même une ligue en dessous qui commençait à être juste trop forte. Et là, c'est pas ça qui se passe dans le hockey féminin parce que j'ai l'impression qu'on ne veut pas se donner ce temps-là, puis peut-être qu'on ne l'a pas ce temps-là non plus. Là. C'est pas nécessairement une critique à ce niveau-là. Je comprends pourquoi on veut bouger rapidement, mais en même temps, ça va en faire beaucoup en peu de temps. Puis là, c'est la gérance de la Ligue qui va devoir être hyper importante. Parce que quand tu doubles ton nombre d'équipes sur 3 ans comme ça, tu n'as pas le droit à beaucoup d'erreurs. Là. Mais tu sais, on parle dilué, mais tu sais, d'un autre côté, c'est pas des pee-wee, là. Non. Non, c'est les meilleurs. Je veux dire, mais dans le bonnes sens joueuses. Là. Mais il y a une différence. Un bassin de joueuses sur 6 équipes versus sur 12 équipes, c'est sûr qu'il va y avoir une différence. Au niveau de la profondeur, c'est inévitable. Bien, c'est sûr, mais il va quand même avoir... Moi, je pense que les matchs vont rester compétitifs parce qu'au pire, ton 3e, 4e trio vont être de même force. Fait que je pense qu'il n'y aura pas des matchs qui vont finir 15-1. Là. Non, les équipes vont être quand même
assez... Mieux balancé. Oui, balancé, mais c'est une sûr que compétition t'auras internationale. pas... C'est ça, mais tu n'auras pas des superstars sur tous tes 4 trios comme un match d'étoiles, on pourrait le voir, ou avec, exemple, les équipes nationales. Ouais. Mais au final, je pense que oui. En fait, pour répondre à la question, oui, c'est un mal nécessaire. Ben, je suis pas en désaccord. Parce que 15 minutes pour ça. Ben non, mais c'est correct. Mais c'est correct. Beaucoup de mots pour pas dire grand-chose. Ben non, mais c'est pas vrai qu'on n'a pas dit grand-chose. C'est pas vrai. Je te retiens sur celle-là. Mais c'est pas vrai parce que c'est une question que tous les fans vont se poser, là. Tu comprends? C'est normal. Ben oui. Parce qu'eux autres ont été habitués à une certaine qualité de produit pendant 2-3 ans. Et là, ben c'est un produit qui sera peut-être pas identique, pareil. Maintenant, ça ne veut pas dire que les arénas vont se vider, là. C'est pas ça que je dis, loin de là. Mais c'est sûr qu'il faut s'attendre à avoir un produit qui va être différent. Puis l'autre chose, c'est combien de temps encore, puis je pense que c'est là-dessus aussi, c'est peut-être un élément qu'on parle moins, mais après les Olympiques, là, on va avoir des retraites, là. Les Poulains, Hilary Knight, peut-être même Spooner. Mais là, ils ont prolongé leurs 3 ans. Je le sais, mais on va finir par en voir. Donc, je oui. pense que c'est la fenêtre qu'on veut se donner. Ben c'est ça. Ils sont encore là pour attirer les gens, préparer la relève. Exactement. Augmenter le nombre d'équipes à 12 pour ensuite, ben, quand ces joueuses-là vont aller à la retraite, ben, ils vont avoir au moins été là le temps de l'expansion pour justement continuer à attirer de l'attention, puis des billets, puis vendre des billets, puis attirer des fans. Si on compare la première année de la Ligue versus là, toutes les équipes se sont améliorées. Parce que si on prend la même équipe il y a 3 ans, l'équipe, exemple, de Montréal, la Victoire, ben les filles qui étaient sur le 4e trio ou les filles qui étaient sur la réserve ne sont plus nécessairement dans cette équipe-là aujourd'hui. En fait, elles sont même plus... Il y en a qui jouent même plus au hockey. Hein. Ben c'est ça, dont Anne-Sophie. Oh, wow! Hey, wow! Moi, j'aurais pas été là. Moi encore, oui. Anso, c'est une blessure, mais il y en a, il y en a qui sont, je veux dire... Ils se sont fait montrer la porte, là. Ils n'ont pas été invités à un autre camp. Ou... Ben, exactement. Fait que, les équipes s'améliorent, là. Oui, mais tu as raison là-dessus, par contre. Tu as raison là-dessus. Maintenant, il y a quand même une différence entre, ajouter autant d'équipes en peu de temps. Je sais. Je suis d'accord avec toi. Mais tu as raison que c'est un point qu'il faut tenir aussi. Restons dans les expansions. Vancouver et Seattle ont dévoilé leur chandail. On va commencer avec ce bout-là, qui est, selon moi, positif. J'irai dans le négatif après. Qu'est-ce que vous avez pensé des couleurs des 2 chandails? C'est beau! Oui? Ah oui, moi, j'aime. C'est des belles couleurs. Oui, moi, j'aime ça. J'aime le ça. beige, c'est comme vintage. Là, mon coup de cœur, moi, c'est le bleu de Vancouver. Oui, il est beau. Le bleu de Vancouver, il est vraiment, vraiment beau, là. Peut-être le plus beau après le beige de la Victoire. D'ailleurs, les chandails à l'étranger sont maintenant en vente là, pour les fans qui se demandent, là, parce que l'année passée, ça ne l'était pas. Donc, le beige de la Victoire, qui est, à mon avis, le plus beau chandail de la Ligue, est maintenant disponible là, pour achat. Donc, ça, c'est une autre bonne nouvelle à ce niveau-là. Mais oui, les couleurs sont belles. Le vert pour Seattle, c'est à peu près toutes les équipes à Seattle ont du vert. Le bleu-orange au côté de Vancouver, c'est un peu plus des couleurs plus old school qu'on a vu dans d'autres équipes du passé du côté de Vancouver, mais j'aime bien moi aussi. Là-dessus, je pense que ça a été réussi. Maintenant, ça, c'était les fleurs. Il y a un pot. Le pot. Il y a un pot. Parce que là, c'est difficile, la Ligue, toujours prendre des bonnes décisions. Et là, ils ont décidé, et en fait, nous, on est le 5, tu me l'as rappelé tantôt. Oui, bravo, Pat. Ben, le 6, donc je ne sais pas exactement quand ce et demain, mais qui risque d'être la veille pendant que ça va peut-être, tout dépendamment si notre balado sort demain ou vendredi. Jeudi, le 6, on va dévoiler le nom et le logo de l'équipe. Mais ça ne sera pas sur les chandails cette année. OK. Donc, je répète, là, on va avoir un chandail avec Vancouver, Seattle en diagonale comme la première année des équipes de la Ligue. Mais on va dévoiler un nom puis un logo, mais qui ne seront pas sur le chandail. J'ai écrit un texte là-dessus et je me suis dit, mais c'est donc bien niaiseux. C'est peut-être une question de production pour les chandails soient prêts pour l'année. Là. OK. Là, il va dire... Oui, je le sais. Tu le sais où je m'en vais, hein? Parce qu'on me l'a sorti, j'ai écrit un texte là-dessus, puis quelqu'un m'a sorti cet argument-là. Ça prend 6 mois pour
faire les chandails et tout. Pourquoi la Force de Montréal, ça a pris 1 mois et demi faire des chandails avec un logo? Les contacts. Parce que Kev est efficace. Ben, tabarnouche, t'es pas censé avoir une équipe efficace, là? Ben, sont nouvelles, il faut leur donner une chance. Ah, parce que Kev était pas nouveau la première année de la Force. Il avait jamais géré d'équipe de sa vie. L'expérience. Pourquoi ça prend un... Puis là, on m'a dit, ouais, mais c'est parce que je pense que la PHF, les noms n'étaient pas brodés en arrière. Non. Non, c'était brodé. C'était brodé, là. Ouais. C'était brodé. Fait que vous n'en avez pas d'argument. Vous n'en avez pas. Je comprends pas. C'est tellement stupide. Connais-tu la raison? Pourquoi que... La Ligue n'a pas donné de raison. OK. Mais, en fait, la seule chose que Michel a dit, c'est ça nous permet de faire un lien avec la première année, la fondation de la Ligue. OK, elle a raison. Elle a beau. raison. OK. C'est Ben, beau, C'est l'histoire. En 1917, c'était des chandails en laine. Fait que là, ils vont-tu amener une nouvelle équipe d'expansion avec des chandails en laine en disant, ben là, ça représente la T'as pas vu, fondation de la les Ligue? filles vont jouer en jupe. Hey, tu sais, ben c'est ça. Tu sais, puis là, j'exagère. Je le sais que j'exagère, là. Lancez-moi pas de tomates, là. Je sais que j'exagère avec mon exemple. Mais c'est comme si Utah... Parce que moi, à partir du moment que Utah, dans la Ligue nationale, a joué une année sans nom et sans logo, ça dédouane n'importe quelle autre ligue de hockey de faire ça, puis c'est correct. Je ne m'attendais pas à un nom puis un logo cette année sur le chandail. C'est correct. Mais du côté de Utah, là, on n'a pas dit, fait que on a un nom puis un logo à vous donner, mais il ne sera pas sur le chandail la première année. Dis-le pas de bord. C'est deux choses-là. Mais au moins, ils vont pouvoir vendre des T-shirts de coton. chandails, Les gens vont avoir... De deux choses l'une. Soit que tu fais un chandail rétro avec juste le nom en diagonale, puis t'attends pour le dévoilement de ton nom puis de ton logo la deuxième année, ou bien tu fais toute la première année. Là. Mais tu fais pas ça à moitié. Là, c'est ça qu'ils font. Puis la raison, là, la vraie raison, là... Non, mais la vraie raison, là, c'est de vendre 2 fois le même chandail, là. Ah oui. C'est de capitaliser C'est de sur... l'argent, là. Ben, je comprends, mais ça marche. Ça a marché une fois, là. La première année, les chandails sont vendus. La deuxième année, les chandails sont vendus. Là, tu veux répéter l'expérience, là. Puis là, tu as d'autres expansions qui s'en viennent. Tu vas-tu refaire ça à chaque année d'expansion? Là, ils devraient déjà penser au logo, là. Ben, en fait, je sais même pas s'ils savent où ils s'en vont. Ouais. Puis ça, c'est l'autre problème. C'est que tout se fait à la dernière minute parce qu'on dirait que... Puis là, c'est vraiment une impression que j'ai. Mais on dirait parce qu'on s'en est tiré la première année. Tu sais, combien de fois on a entendu la première année, les dirigeants de la Ligue disaient « Hey, il y a 8 mois, là, on n'avait même pas de Ligue. Là. Puis là, on a une Ligue. Puis on a été capable de tout faire à la dernière minute. » On dirait qu'à partir de ce moment-là, ils font tout à la dernière minute parce qu'ils se disent « Ah ben, on a été capable de le faire la première année. » Moi, je suis un gars de dernière minute dans la vie. Moi, je fais toutes mes choses à la dernière minute. J'ai jamais appris parce que j'ai toujours été capable de faire ça à la dernière minute puis je marche bien à la dernière minute. On s'en rend compte. Hein? Je vais rester poli. De Anso, je le prends. De toi, je trouve ça tough. Je trouve ça tough, Kim Deschênes. Fait que tu vaux plus que ça, c'ti. Excuse, Pat. Anso, je m'y attends. Anso, c'est pas grave. Mais c'est ça, mais j'ai jamais appris non plus. Puis là, on dirait, puis s'il m'était arrivé à un moment donné, tu sais, j'étais rentré dans un mur, ben j'aurais appris. Est-ce qu'il va falloir qu'il pogne un mur pour à un moment donné réagir? Mais si tu le manque d'effectifs, si tu le manques d'employés, c'est peut-être ça aussi. Si tu ils font affaire peut-être avec les mauvaises personnes, j'ai aucune idée. Parce que c'est nouveau, là. Ça fait pas longtemps. Mais là, ça fait quand même 3 ans. Là. Non, je sais, mais c'est peut-être une question aussi d'employés ou les gens qui prennent les décisions. On n'est pas là, fait qu'on ne sait pas, mais... T'as raison, mais je veux juste dire, faites juste pas le sortir cette année, d'abord, votre nom puis votre logo. Attendez à l'année prochaine, puis faites un gros dévoilement, comme vous avez fait à l'année 2 pour les 6 premières équipes. Si tu veux faire comme les autres équipes, fais-les à 100%. Fais-les à 100%, c'est tout ce que je dis. T'sais, parce que je trouve... on va avoir un logo sur certaines affaires, mais pas sur le chandail principal. Il va-tu s'en vendre tant que ça, des chandails? Une fois que le logo va être sorti, les gens vont te dire, ben là, ils vont m'acheter un T-shirt, mais pour le jersey, m'attendre l'année prochaine. Fait que peut-être que leur raisonnement de vouloir vendre 2 fois le T-shirt, ça marchera peut-être pas. Oui, il va se dire, le chandail, c'est unique, là. Ça arrivera juste une fois, il n'aura plus après.
Peut-être. Pas. On verra. Peut-être. On fera un suivi de ça là, à mi-chemin de la saison. Ben, voir ça va les être ventes intéressant des de. chandails. Ben, à date, les chandails se vendent. Le Vancouver et Seattle étaient les deux meilleurs vendeurs de chandails à partir du moment où les chandails sont sortis. Wow. Fait que, Nouvelle? c'est déjà. Oui, je comprends. Mais c'est ça que je dis. C'est que tu peux pas faire ça à chaque expansion. Là. Tu peux t'en tirer une fois, 2 fois. Ça ne marchera pas dans chaque marché, à chaque expansion non plus. Parce qu'à un moment donné, le fan, il va le réaliser. Tu sais, c'est comme le prix des billets, mettons, tu achètes un spectacle pour un spectacle, puis tu te rends compte que le billet t'a payé 200$. 3 jours avant, là, il se vend 50$. La fois d'après, tu vas attendre 3 jours avant pour le payer juste 50$. À un moment donné, les fans vont comprendre le pattern. C'est juste ça. À voir. Il y a 2 rumeurs. Il y a 2 rumeurs pour les noms. Évidemment, vous allez entendre ça peut-être et vous allez déjà savoir c'est quoi les noms et les logos. Mais j'aime mieux le dire là, comme ça, si ça arrive, T'as l'air intelligent. j'ai l'air intelligent. En fait, la plus grosse rumeur, c'est pour Seattle, parce que sur le site web, Il n'y a pas eu un leak encore. il y a eu un leak. Je te jure, Kim, il y a eu un leak. Il y a quelqu'un qui a eu le temps de prendre un screenshot de la Encore, page cette année? de Seattle. Ça l'a C'est fait le ça site l'année web, passée? je le sais. Et ça serait le torrent de Seattle. Le torrent. Oui. En référence avec la pluie qu'il y a. Il y a beaucoup de pluie OK. à Seattle. Le nom me va. Là. C'est pas, ça se dit bien en français puis en anglais. Le torrent. C'est correct. Mais il y a eu un leak. Imagine. Fait que c'est dur de penser que ça sera pas ça. Là. À moins que tu fasses un faux leak juste pour envoyer les gens dans le champ, mais à 2 jours de la sortie, ça serait niaiseux un peu. L'autre, Vancouver, il n'y a pas eu de leak. Mais j'ai fouillé un peu, puis le nom qui revient le plus souvent, c'est le Spirit de Vancouver. Parce que c'est une expression qui est beaucoup utilisée. On appelle Vancouver, on appelle ça la ville, the Spirit of the West Coast, the Vancouver Spirit. C'est un terme qui est beaucoup utilisé. Il y a même eu des bateaux à Vancouver qui se sont appelés le Spirit of Vancouver, ou des trucs comme ça. C'est le nom. Puis je pense que la DG, dans un de ses premiers discours, a utilisé le mot spirit. Fait que là, il y a comme bien des gens qui pensent que tout ça est relié. OK. Mais il n'y a rien de sorti au moment où on fait le balado, puis il n'y a pas eu de leak. Mais il y a eu un leak pour Seattle, peux-tu croire? Ils n'ont pas appris. C'est qui l'année passée qui avait fait ça aussi? Il y en avait un qui avait... T'as raison, je ne me rappelle Je pas sais quelle plus c'était équipe. quoi, mais il y avait... Ou c'était toutes les équipes ou... En tout cas, je me souviens qu'il y avait eu une affaire comme ça. C'est ça. Fait que, voyons voir, on pourra en reparler la semaine prochaine des noms et des logos. Et le pire, c'est que j'imagine, tu sais, si c'est le Spirit puis le Torrent, j'ai même pas de problème avec les noms. Là. Je trouve ça cool comme nom. Puis les logos devraient être, tu sais, en matière de logos, Ça devrait être correct. Là, ils sont pas trop mauvais côté logo, mais c'est juste ça. C'est des sorties cette année que. Bon, je me répéterai pas. Autre nouvelle. Puis ça concerne des Québécois. Puis ça, je suis vraiment content du résultat parce qu'il y a un Québécois de plus dans l'équipe. Équipe Italie. Donc, équipe Italie pour les Olympiques. On sait, les Olympiques cette année, c'est à Milano Cortina, donc en Italie. Et de facto, l'équipe italienne va avoir une place dans le tournoi. La dernière fois que c'est arrivé, c'était à Turin en 2006. Et c'est Danielle Sauvageau qui est la DG de l'équipe. En fait, on dit DG, là, elle va utiliser le mot leader, mais elle a le rôle d'un DG. On l'a approché avec ça, même avant même que la LPHF débute. Et puis, elle a accepté. Puis, même malgré la LPHF, elle a continué son rôle. Aux championnats mondiaux, division B1, l'an dernier, l'Italie a remporté son groupe. Et c'était Stéphanie Poirier qui était l'entraîneuse-chef de l'équipe parce que, on le sait, Stéphanie et Daniel travaillent ensemble depuis plusieurs années. C'était Stéphanie qui était Stéphanie qui était en charge du centre 2102. Et puis, maintenant, elle est rendue avec Hockey Québec, mais elle a accepté d'aider Daniel depuis quelques années avec l'équipe. Elle l'a coaché aux derniers championnats mondiaux. Et puis là, on a annoncé que c'est Éric Bouchard qui serait le nouvel entraîneur. C'est une décision, pour avoir parlé à tout le monde dans ce dossier-là, c'est une décision... Stéphanie savait depuis quelques mois qu'on voulait trouver un autre entraîneur. On a approché Éric
avec l'offre il y a à peu près 1 mois, mais c'est il y a 2 semaines là, à peine, là. En fait, 1 semaine avant avant l'annonce officielle, qu'on l'a annoncé aux joueuses et aux autres membres de l'équipe. C'est pas un vote de désaveu envers Stéphanie Poirier. C'est que la raison derrière, c'est qu'on voulait avoir quelqu'un qui était dans le coaching en ce moment. Éric, bon, il a été entraîneur-chef dans le Junior 3A, il est assistant-entraîneur avec Val-d'Or, il est assistant-entraîneur avec les Cataractes de Shawinigan en ce moment. Il a même été assistant-entraîneur avec les Canadiennes. Ouais. C'est ça, vous l'avez eu comme coach avec les Canadiennes. On l'a adoré. Ben c'est ça. Je veux m'en aller là dans un instant. Donc, ce qu'on voulait, c'est quelqu'un qui était dans le coaching en ce moment. Stéphanie, ça fait 2 ans qu'elle n'est plus dans le coaching. Elle a un poste à Hockey Québec. Oui, elle a fait équipe Italie, mais c'était plus... C'était pas ça son rôle premier. Puis elle demeure avec l'équipe. Comme par exemple, la centralisation de l'équipe va se faire ici à Montréal. C'est pour ça qu'il y a des parties. C'est genre fin novembre à quelque part en janvier, là, jusqu'au moment de s'en aller, de retourner vers l'Italie. C'est 2 mois. Ça se fait ici parce que c'était plus simple pour tout le monde. T'as Daniel, t'as Éric, t'as Stéphanie, t'as... Pas Karel aussi, le coach. T'as Karel Saint-Laurent, t'as Alexandre Tremblay qui est aussi assistant coach à Montréal, t'as Francis Paré qui est là aussi. Donc, t'as beaucoup de Québécois dans le coaching staff, incluant la direction. Donc, c'était plus simple. On a prévu d'ailleurs des matchs hors concours face à des universités ici québécoises. Donc, ça va se faire ici. Et puis, par exemple, tout ça, c'est Stéphanie qui est en charge d'organiser ça, que ce soit les hôtels, que ce soit les bookings d'aréna, transport, tout ça, accommodation, c'est tout elle qui est derrière ça. Puis c'est beaucoup de travail, tu sais, en plus de sa job régulière à Hockey Québec. Donc, il n'y a pas de problème. Mais on a été chercher Éric. Ça l'intéressait. Il connaît bien le hockey féminin. Sa conjointe, puis c'est public, sa conjointe, c'est Kellyanne Nadeau, une joueuse qui a joué avec la Victoire l'an dernier. Il est l'entraîneur-chef en ce moment du Centre 21-02. Ironiquement, c'est Stéphanie qui l'a engagé dans ce poste-là au Centre 21-02. Fait que c'est quelqu'un que vous avez connu, que vous connaissez depuis longtemps, là. Oui, en fait, on le côtoie. Je l'ai vu quelques fois l'année passée à les matchs de la Victoire, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu sur la glace. L'année dernière année, c'était genre 2017, 2016, genre, avant que la Ligue ferme. Mais oui, tu sais, Éric, il est tellement passionné, il est bon sur la glace, il est intelligent. Tu sais, il y a le côté, tu sais, enseignant, là, il l'a, c'est naturel pour lui. Côté vidéo, il est... Pour vrai, il est comme parfait en vidéo, là. OK. Tu sais, il faisait des montages vidéo pour les matchs. Si tu veux faire du 1-1 avec lui, pour qu'il nous montre sur les vidéos. Fait que, pour vrai, je suis vraiment contente pour lui. Puis on lui a envoyé un message, on était super contente, on le félicite. Mais je pense qu'il va être vraiment à sa place. Puis le côté féminin, il le comprend. Parce que c'est pas tous les coachs masculins qui fit dans le hockey féminin. Mm-hmm. Parce que, pour vrai, c'est... Pas que c'est difficile, mais c'est vraiment différent, là. Puis souvent, on l'avait dit un moment donné, un des coachs était comme... là, j'explique au tableau, mais vous m'écoutez. Puis on était comme, c'est comment le masculin? Les gars, tu sais, ils regardent à gauche, à droite. Puis tu sais, je sais pas si c'est le même dans toutes les équipes, mais il dit, j'étais comme intimidée parce que vous parlez pas, puis vous regardez. Puis on est comme, oui, mais nous, on regarde, là. Si tu vas à gauche avec ton crayon, on va aller à gauche avec ton crayon, tu sais. On va vraiment suivre qu'est-ce que t'écris au tableau. Fait que, tu sais, ça, je pense que ça les avait marqués, ces coachs-là, dans les années avec les Canadiennes. Mais en tout ça pour dire que Éric, c'est malade, qu'est-ce qui lui arrive présentement, là. C'est drôle parce que c'est exactement ce que Daniel Sauvageau m'a dit. On cherchait quelqu'un qui était familier avec le produit, avec le hockey féminin. Donc, Éric tombait dans ces cordes-là de par son passé avec les Canadiennes, mais aussi, c'est comme je disais, c'est lui qui est l'entraîneur-chef du Centre 21-02 où il y a des pros, il y a des joueuses universitaires, il y a des joueuses collégiales. Donc, tu sais, il y a Marie-Philippe Poulain à Vola, c'était à Vola l'été au Centre 21-02. Exactement. Toi, l'as-tu connu aussi au 21-02 dans les dernières années? Aux Canadiennes et au 21-02. Oui, c'est ça, aux deux. Hein? On a fait les deux, puis... Tu sais, comme Kim a dit, premièrement, c'est pleinement mérité, là, honnêtement. C'est tellement... C'est une bonne personne au-delà de tout ça. Puis je pense que les filles même de l'Italie, il y en a quelques-unes qui ont vécu l'expérience d'être sous
sa gouvernance dans les pratiques, puis ils l'ont beaucoup aimé. Fait que le choix logique, en fait, son nom, c'est Enrico. Mais non, mais pour vrai, tu sais, c'est tellement... C'est une bonne personne. Puis comme Kim m'a dit, au niveau vidéo, il est vraiment A1, autant dans les pratiques. Puis des fois, tu sais, tu fais des choses que tu te rends pas compte, puis quand tu le vois sur vidéo, ben, tu peux mieux t'adapter. Puis là, le temps est tellement limité que s'il est capable d'ajuster, en fait, des petites choses ou donner un peu des outils aux filles pour se pratiquer, ça va tellement être bénéfique pour leur équipe parce qu'avec le peu de temps, ils n'ont pas énormément de pratiques qu'ils vont pouvoir mettre en place d'ici les Olympiques. Donc, pleinement mérité, un bel entraîneur qui... Il est calme. Oui, des bonnes qualités. Puis ça, c'est... Tu sais, d'être capable de tirer le meilleur de ses joueurs, je pense que ça, c'est une de ses bonnes qualités aussi. Puis, tu sais, moi j'aime son approche, j'aime comment il est capable d'aider autant les défenseurs que les... Tu sais, il est volatile comme entraîneur. Puis, je lui souhaite de monter au niveau hockey parce que on gagne à découvrir cette personne-là. Puis, pour lui aussi, ben ça lui fait prendre du millage autant au hockey féminin qu'au hockey masculin. D'apporter des choses du hockey masculin dans le féminin et vice-versa. Que ce soit, tu sais, le côté physique, à quel point on est capable... Tu sais, nous, les filles, on n'a jamais vraiment été enseignées à faire des mises en échec ou recevoir des mises en échec. Juste des petits détails, les récupérations de rondelles sur les bords des bandes. Il y a tellement... Le pourcentage de temps où la rondelle est sur le bord de la bande est tellement élevé. Donc, c'est toutes des petites choses techniques qu'il est capable d'apporter. Puis, je connais pas une personne qui dit des mauvais commentaires de lui. Donc, je pense que ça l'en dit long. Il a joué au hockey aussi. Tu sais, il montre un exemple. Je veux dire... Il est bon, là. Il patine bien, il a des skills. Fait que juste ça, déjà là, t'as comme... Tu sais, les filles ont confiance en toi, là. Fait que ça l'aide déjà d'avance. Ouais. Ben, tant mieux, on le félicite. Bravo, Éric. On le félicite, Éric. Que tu nous écoutes puis que tu souris pendant que tu écoutes ce balado. Je peux te confirmer qu'il est un auditeur de Sans restriction avantage numérique. Donc, on le salue puis on le félicite. Petite autre nouvelle, on parlait de Stéphanie Poirier. Il n'y aura pas beaucoup de changements là, au niveau télévisuel cette année. Amazon va avoir des matchs ou Prime va avoir des matchs. Radio-Canada, ben, ici Télé, je vais finir par dire les bons noms. Ici Télé va avoir des matchs. RDS aussi. Sensiblement, je pense que Prime va peut-être en avoir un de plus, mais bon, sensiblement le même nombre de matchs. Et ça va être les mêmes équipes, sauf que Stéphanie Poirier ne sera plus à l'analyse durant les matchs. C'est le duo Isabelle Leclerc et Michaël Roy qui vont être là parce que c'est le duo qui va s'occuper de la description des matchs aux Olympiques. Et ma compréhension derrière ça, c'est que on veut qu'ils développent une chimie avant les Olympiques, donc on va les faire travailler ensemble toute la saison, ce qui est tout à fait logique. Stéphanie va demeurer analyste en studio avec Roselyne Filion. Donc, juste un petit changement de poste du côté de Stéphanie. Puis bon, Isabelle c'est malade, ça, là. Isabelle Leclerc qui va aller à ses premiers Olympiques comme color commentator, dans le fond, comme analyste durant les matchs. Donc, une super nouvelle aussi pour Isabelle Leclerc. Donc, voilà, au niveau télévisuel pour les matchs de la victoire, bien entendu, puis pour les Olympiques. Parlant d'Olympiques, parlant d'Équipe Canada, elles se sont entraînées à Montréal la semaine dernière. J'ai assisté à un de ces entraînements-là. J'ai vécu une scène... T'es allé sur la glace? Oui, absolument. Absolument. Est-ce que tu sais patiner? Oui, j'ai joué au hockey, j'étais à l'âge de 12 ans. OK. J'ai arrêté, puis... 12 ans, ça fait longtemps, Pat. Ça fait longtemps, t'as raison. Je sais pas si les filles te regarderaient et diraient « Oh, lui, j'ai confiance, il sait patiner. » Non, mais ça fait longtemps... Legit, ça fait longtemps que j'ai pas patiné, mais je pense que c'est comme le bicycle, là, une coupe de tour de patinoire. Puis ah ouais, tu penses ça de même? je reviens... Non, mais je veux dire, je suis capable de patiner, je sais patiner, mais j'ai arrêté Pee-Wee B. On avait tout gagné, là, tout. On avait gagné la Ligue, on avait gagné le championnat de notre Ligue, on avait gagné les provinciaux, on avait tout gagné. Et là, je rentrais au secondaire. Et ma mère m'a convaincu que le secondaire, ça serait plus dur que le primaire. Alors, elle m'a conseillé qu'il faudrait peut-être que j'arrête le hockey. Ah, c'est triste. J'ai fait, ben oui et non, parce que j'ai fait du tennis, j'ai pris des cours de tennis, puis j'ai pris des cours de ski. Ah, à l'école? Ou à l'extérieur? Non, okay. Au Centre Immaculée Conception à l'époque. Okay. Et puis, j'ai fait ça, mais j'ai arrêté de jouer. Puis,
le secondaire, c'est aussi facile que le primaire, finalement. Là. Fait que je l'ai regretté pendant quelques années. Puis plus tard, elle me dira que mon père chialait trop puis qu'il était canné de l'entendre chialer. C'est pour ça qu'elle voulait me sortir du hockey. Mais bon, fait que oui, je sais patiner. J'ai déjà joué au hockey. J'ai appris à patiner avant même. Je marchais à peine puis je savais déjà patiner. Là. La misère à croire ça. C'est ce que ma mère m'a toujours dit. J'en ai pas de souvenirs. Mais là, ta mère, check ce qu'elle a dit. Là, ça allait être... Mes premiers coups de patin, c'était au Colisée Jean Béliveau à Longueuil. On habitait là à l'époque. Bref. Mais on pourrait se faire un petit match à l'extérieur. Mais pour vrai, le legit, là, j'ai pas patiné depuis... Bon, là soudainement, il y a de la misère. Là, finalement, c'est plus comme le vélo. J'ai pas patiné depuis au moins 15 ans. Non, mais ça se perd pas, là. Mais c'est ce que je pense. C'est ce que j'ai même plus de patin, tu sais. Bref, j'ai pas été sur la glace. On cherche une commandite. J'ai pas été sur la glace, mais j'ai vécu quand même un moment cool où, bon, on n'était pas beaucoup de médias. Là. D'ailleurs, je déplore un peu ça. Là. T'as Équipe Canada qui s'entraîne une semaine de temps à Montréal. Il y a des disponibilités médias. Puis, moi, j'ai été une journée. Il y avait, dans le fond, 3 journées. J'ai été une journée, on était 2 médias. La veille, il y en avait 2. Puis, la dernière journée, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il n'y en avait pas. Il y a des médias qui couvrent la victoire, qui couvrent le hockey féminin, que j'ai rien vu d'écrit. Il n'y a rien eu d'écrit là-dessus. Je trouve ça un peu désolant. T'as quand même, tu sais, demain matin, Équipe Canada masculine aux Olympiques débarque à Verdun pour un entraînement, puis c'est une meute de journalistes, là. Mais c'était quand même ça, là. C'était quand même l'équipe. Tu sais, il y a 23, 24 joueuses là-dedans qui vont représenter le Canada aux Olympiques, là. Bref, parenthèse est fermée là-dessus, mais j'ai vécu un moment cool où ce que j'attendais pour une joueuse, pour une entrevue. Puis, t'as Caroline Ouellette qui sort la patinoire avec Laura Stacey. Et Laura Stacey qui, pendant là, un bon 5-6 minutes, pose des questions à Caroline sur comment se positionner sur la glace quand, mettons, ils sont en rush là, vers la zone adverse. Puis là, tout dépendamment de la situation, mais là, je m'en vais-tu là, puis mon bâton comment? Puis c'était juste... Je trouvais ça juste cool d'avoir une Laura Stacey qui est quand même pas la dernière des venues, là, puis qui demande conseil comme ça à Caroline Ouellette qui avait réponse à tout. Je trouvais ça juste cool à voir, cette interaction-là. Puis là, ben, vu que j'avais pas... Tu sais, j'étais pas à côté d'eux autres en train d'écouter, j'enregistrais pas non plus, mais c'est juste cool de vivre ce moment-là. Je me suis fait, ben, c'est nice, ça, tu sais, d'avoir une joueuse de la trempe de Laura Stacey, demander à une membre du Temple La Renommée qui est sur la glace avec elle, « Hey, comment je pourrais mieux faire ça? » Je trouve que ça démontre des belles qualités de part et d'autre, puis je trouvais ça intéressant. Ils veulent s'améliorer, là, ces filles-là. Là. À chaque jour, ils apprennent des nouvelles techniques, des nouveaux conseils, peu importe. Le but, c'est de s'améliorer puis d'être la meilleure personne, version sur la glace, hors glace, peu importe. Puis ils ont accès à des filles comme Caroline Ouellette. Je veux dire, c'est fou, là. J'imagine juste les filles à l'université qui ont eu accès à elle pendant plusieurs années. Elles sont choyées, sont chanceuses d'avoir accès à elle directement à tous les jours, des questions. Puis Caro, c'est... Je veux dire, c'est Caro, là. Ah ouais. Ben, c'est une bonne entraîneuse. Ben oui, puis ça a été une bonne joueuse, là. Puis elle a l'expérience aussi de jouer. En fait, elle a joué autant à la défense qu'à l'attaque. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Il y a une année où sur l'équipe nationale, ils l'ont mis à la défense. Elle a aussi... et puis je pense qu'elle est aussi du côté des défenseurs de l'équipe nationale. Et son apport avec l'équipe de Montréal est honnêtement, quelle belle acquisition qu'ils sont allés chercher. Oui, l'année passée, elle travaillait, elle était là un peu à certains matchs, mais pas à temps des plein, fois derrière le banc, mais tu sais, là, qu'elle va être vraiment consacrée à temps plein avec cette équipe-là. Moi, je pense qu'elle peut apporter beaucoup. Puis autant les filles peuvent tirer avantage de son expérience, de son vécu. Ouais. Puis vraiment, une bonne personne, Caro, je l'aime beaucoup. Gina Kingsbury, je vous confirme qu'elle, elle se trouve pas bonne en français. Je vous confirme qu'elle est très bonne en français. C'est la première fois que je parlais à Gina Kingsbury de ma vie. Une fille de Rouyn-Noranda, malgré le nom anglophone. Puis à un moment donné, j'ai parlé en français. Puis, mon français n'est pas très bon. Non, ton français est très bon, là, Gina. Fais-toi en pas avec ça. Et je me suis entraîné aussi avec Anne-Renée Desbiens puis avec Eve Gascon. Il y a un beau lien de mentorat un peu entre les deux. D'ailleurs, Anne-Renée ne sera pas des 2 premiers matchs de la série de la rivalité. D'ailleurs, ça, c'est cette semaine, là, c'est les 6 et 8 novembre. On va vous en parler la semaine prochaine. C'est pas parce qu'elle est blessée, c'est pas parce qu'elle ne fera pas l'équipe, encore moins. C'était clair dans les explications qu'on m'a données du côté de Troy Ryan, le coach, du côté de Gina Kingsbury, qu'on veut
premièrement, le début de la saison de la LPHF va avoir un impact sur qui on va finir par choisir. Puis ça, c'est une nouveauté, parce que là, on a cette occasion-là de voir les joueurs évoluer dans une ligue professionnelle, comme ça va être le cas du côté des hommes. Et puis, la série de la rivalité, c'est plus juste une question de mettre l'équipe qu'on veut mettre aux Olympiques sur de la glace, puis qui commence à se développer une chimie. C'est juste une autre étape d'évaluation. Et c'est pour ça qu'André ne joue pas. Parce qu'on veut laisser de la place à Mash, on veut laisser de la place à Gascon, on veut laisser de la place à Osborne, justement pour voir qu'est-ce qu'elles sont capables de faire aussi contre les Américaines. Donc, c'est un peu ça Puis on veut reposer Anne-Renée aussi, qui veut pas, va commencer la saison. On sait, là, elle va avoir bien de la glace, Anne-Renée, à Montréal. Donc, en décembre, lorsqu'il va y avoir 2 autres matchs, bien là, Anne-Renée, j'imagine, va être là parce qu'en décembre, on va déjà peut-être avoir une meilleure idée de qui on veut ou qu'est-ce qu'on veut tester. Mais la série de la rivalité, c'est vraiment là, un concept complètement différent cette année. Autant, il n'y a pas de centralisation. Donc, ça a été 3 blocs d'entraînement, Calgary, Toronto, Montréal. Il y en a un dernier qui va se faire à Edmonton en décembre, conjointement avec la pause d'une semaine dans la LPHF puis des 2 matchs de la série de la rivalité. Mais à Montréal puis à Toronto, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même gardé les joueuses en groupe de 4 dans des Airbnb pour faire une genre de transition entre la vieille centralisation où il était à Calgary, comme on le sait, pendant 6 mois de temps à habiter 3-4 dans une même maison. Fait qu'on a fait une genre de transition. Fait que pour vrai, je trouvais ça intéressant parce qu'il fallait arriver avec un nouveau concept. Puis ça semble bien marcher pour tout le monde. Il n'y a plus de bootcamp. Tout le monde est content de ça. Et puis, voilà, donc c'est un peu les nouvelles du côté d'équipe Canada. Je veux qu'on termine avec 2 trucs, puis on va faire un lien avec l'équipe Canada parce que la fin de semaine passée, c'était le 7e match de la Série mondiale Dodgers-Blue Jays. Et Vladimir Guerrero Jr., un gars qui est né à Montréal, qui rockait son chandail de Marie-Philippe Poulain. C'est malade. Team Canada. Ça a pris 2 minutes, c'était rendu viral. Ouais. Partout sur les réseaux sociaux. C'était partout. Je trouve il y a quelque chose de cool là-dedans. Je veux pas nécessairement dire que ça prend un sportif masculin pour rendre ça cool, mais je trouve juste ça cool parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Puis quand on en voit, ça fait jaser. Puis j'aime croire que, on l'a fait pour les bonnes raisons. Tu sais, Marie-Philippe, qui est la Captain Clutch, 7e match de la Série mondiale, tu dis, ben, ça va peut-être me porter chance. Même Sidney Crosby, il a commenté là-dessus cette semaine en disant que c'était vraiment, vraiment cool, qu'elle a été clutch pendant des années, qu'elle est encore clutch, puis que c'était juste trop cool de voir quelqu'un comme Vladimir Guerrero Jr. porter ce chandail-là. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez vu ça? Ben, quand j'ai vu, j'ai trouvé ça, c'était vraiment hot pour elle. Puis qu'elle est allée, je sais pas si elle avait déjà le chandail de Guerrero ou qu'elle est allée l'acheter après. Moi, de ce que j'ai compris, elle est allée s'en acheter un. Quand elle l'a vu? Parce que toute l'équipe Canada était aux 2 derniers matchs. Match numéro 6, match numéro 7. Elle en a acheté un une fois, je pense. En tout cas, c'est ma compréhension de la chose. Là. Ben, je trouvais ça le fun qu'elle redonne aussi l'appareil. Malheureusement pour Guerrero, ça lui a pas porté fruit autant que Marie-Philippe a été clutch dans les finales olympiques, comme on le sait tous. C'était plus la finale de 2018, ça. Ouais. Mais on le sait que cet échange-là, comme tu dis, c'est fun d'honorer justement des filles qui ont une prestance comme elle a là. Puis quand on regarde son pedigree, ben c'est pas pour rien qu'il a choisi son chandail à elle. Là. Très belle. C'est pas pour rien, ça a été viral non plus. Là. Les gens comprenaient ce que ça voulait dire. Là. On le voit des fois, les Canadiens vont faire ça avec les chandails de la victoire. Puis d'autres équipes dans la NHL, mais de le voir que là, c'est complètement un autre sport. Là. Ben, complètement un autre sport. Un gars qui est né à Montréal, mais qui parle pas français, sa vie en dépendait, puis qui a grandi en mon Dieu, République dominicaine, je pense. Oh là, je ne veux pas m'avancer, mais je pense bien que c'est République dominicaine. Tu sais, c'est quand même... Tu sais, je veux pas, c'est une équipe canadienne. C'est Toronto, c'est les Blue Jays. T'sais. Fait que j'ai juste trouvé ça très, très cool lorsque j'ai vu ça. Je veux terminer avec le RSEQ. La saison a débuté. On a fait un spécial là-dessus, d'ailleurs, sur le RSEQ. Bon, sans trop de surprise, Concordia et Bishops sont au sommet. On a tous les 2 subi une défaite parce qu'on a fini par s'affronter. Donc, la seule défaite de Bishops, c'est contre Conco, puis vice-versa. À l'inverse, Montréal et McGill ferment la marche et la seule victoire qu'ils ont
c'est également un contre l'autre. Donc, McGill, encore la bête noire des Carabins. La seule équipe que McGill a battue l'année passée, c'est les Carabins. Et là, ça se continue cette année. Et puis, ben, les Carabins, le lendemain, ont battu McGill. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Jessimo Drapeau et Émilie Lavoie ils ont fait le même jeu que l'année passée. Le même jeu que l'année passée. Est-ce qu'on peut le mettre ici? Oui, c'est ça. Ça prend le visuel en bas, là, où c'est Drapeau s'en va en arrière du filet, fait la passe par en arrière, Lavoie la met dedans. Le même jeu, quasiment à la même date, 1 an, jour pour jour. Je me souviens, on avait parlé l'année passée. Ben oui, j'en revenais pas. Quand j'ai vu la clip sur le compte Instagram des Staniers, c'est là, ben voyons. C'est quoi les chances? Puis les mêmes joueuses, là. Les deux, ben oui, mais non, c'est leur jeu, je sais. Oui, puis elle le pratique, là, tu sais, donc Ben c'est encore là. Mais là, avec Lavoie qui joue à la défense, il fallait quand même qu'elle suive l'attaque pour pouvoir le faire. Puis ça a fonctionné contre Bishop. D'ailleurs, Jessimo Drapeau, qui est présentement la meilleure pointeuse du RSEQ. Puis, tu sais, on parlait d'expansion tantôt. Ben, s'il y a 4 équipes, il y a beaucoup de Québécoises qui vont en bénéficier de ça. Là. Parce que là, c'est sûr que ça va en prendre. Puis, elle veut pas, ben, il y a des meilleures chances que autant des filles qui sont parties en Europe, comme Gabrielle David, que des Jessimo Drapeau, Émilie Lavoie. Mais c'est sûr qu'eux autres, ils espèrent qu'il y ait 4 équipes. Parce que là, ben, à 4 équipes, j'ai bon espoir qu'elles vont être repêchées ou invitées à des camps d'entraînement et tout ça, tout dépendamment du nombre de rondes que le repêchage aura. Sandrine Chouinard du côté de Bishops, très, très bon début de saison. C'est une joueuse de première année qui, après la 2e semaine, était meilleure pointeuse. Wow. Hey, d'ailleurs, là, RSEQ, là, je l'ai écrit, je t'ai tagué sur Insta, puis il y a encore un but à Sandrine Chouinard qui ne lui a pas été donné. C'est elle qui a marqué le but vainqueur du match d'ouverture contre McGill. Ils ont donné le but à Rosalie Bouchard. Rien contre Rosalie. C'est juste pas elle qui a marqué. Et à ce jour, c'est pas changé. Qu'est-ce que vous faites? Je t'envoie le message à RSEQ. Peu importe qui s'occupe de ça. Laurence Boivin, du côté des gardiennes de but de première année, excellente avec Bishop. Elle a fait le match d'ouverture contre McGill. Elle a rejoué en fin de semaine. Je pense qu'elle va être à surveiller puis peut-être à considérer même parmi les meilleures joueuses de première année. Puis Angélie Jobin aussi performe très Angélie bien. Jobin. Avantage numérique première année. Exact. A déjà plusieurs points. En fait, moi, le match que j'ai vu, elle a été utilisée en PK, en power play. Elle commence à... C'est fou, hein? La petite Angie qu'on avait au Sport Études il y a quelques années, aujourd'hui rendue une grande femme. Ben oui, complète. Ça, c'est... Pour vous autres, ça doit tellement être, j'imagine, valorisant de voir... Oui, puis qu'elle reconnaît aussi, en fait, toutes ces années-là, tu sais. Puis c'est souvent, plus tard, c'est ce qu'on dit aux jeunes, hein. Là, tu te rends pas compte vraiment du privilège que tu as, puis c'est plus tard qu'ils le réalisent. Mais Angie, j'ai l'impression qu'elle l'a réalisé, elle était capable ou assez mature de réaliser au moment qu'elle était là, surtout en secondaire 5. J'ai vraiment vu, on a vu son ascension, puis on en parle, mais tellement contente de l'avoir là, puis de l'avoir performé, puis on le mentionnait en... Le dernier épisode qu'on a fait sur le RSEQ, moi, je pense que ça va être la meilleure défenseuse là, du circuit. Ça risque d'être sur une équipe étoile cette année. Ben oui, c'est sûr. La recrue. Ça continue comme ça, là. Puis elle est bonne à l'école aussi. Okay. Tu sais, que tu es bonne à l'école. Souvent, des fois, je veux pas dire que c'est une problématique, mais soit qu'il y en a qui sont vraiment des bons athlètes, puis à l'école, c'est peut-être un peu plus comme difficile. moi, tu veux dire, c'est ça? Ouais, je voulais pas le dire, mais... Non, mais souvent, c'est ce qu'on trouve. Mais elle a vraiment une habileté puis une facilité à l'école, puis elle performe super bien sur la glace. Fait qu'Angie, félicitations. Mais parfait. Kim? Yes. Là, moi, je voulais souligner parce qu'en fin de semaine, les Carabins ont gagné contre McGill et ça a été la 250e victoire de l'équipe, mais aussi pour coach Leclerc. Ben oui. C'est quand même fou, là, quand tu penses à ça. Puis on a confirmé, parce qu'on voulait s'assurer, parce que je me souviens qu'elle avait manqué un match. Oui. Mais on a confirmé, elle était partie. C'était Daniel et France qui nous coachaient. France Saint-Louis et Daniel Sauvageau. Exactement. Fait que quand même, deux bonnes... deux beaux modèles. C'est pas 2 pieds de céleri, là. Exactement. Mais malheureusement, on avait perdu ce match-là. Fait que vraiment, coach Leclerc, elle a vraiment 250 victoires à son actif. Ben écoute, elle est là depuis 2009. C'est ça, donc... Je sais pas, ça fait 16 ans. Là, je sais pas si c'est sa 16e ou 17e saison, mais ça fait 16 ans.
c'est l'entraîneur-chef avec le plus d'expérience, by far, dans la Ligue. Donc, bien mérité pour Isabelle. Puis justement, quand on a vérifié avec Isabelle pour être sûr que c'était sa 250e victoire, elle m'a donné une petite information, Kim, et elle me dit, demande à Kim si elle se souvient du face-off tomate. Oui, c'est Daniel qui avait... Je peux savoir une explication, un face-off tomate. On avait un face-off truqué, puis... nous, sur les bandes au Sepsum, ben, on avait un qui était un commanditaire, mais il me semble que c'était Pacini ou de quoi de même. Puis il y avait une tomate. Fait qu'on l'avait surnommé le face-off tomate. Fait que c'était ça le nom. C'est quoi le face-off truqué? Là, tu peux juste le faire au Sepsum, par exemple. Non, mais c'est juste parce que quand on arrivait à la mise au jeu, on disait tomate, tomate, tomate. Fait que là, l'autre équipe n'avait aucune idée. Tu sais, c'était pas comme exemple push, qu'on le sait qu'on va envoyer la rondelle de l'autre côté. C'est comme un call au football, là, t'avais des codes. C'est ça. Mais c'était quoi le... Mais pour vrai, je m'en souviens plus, là. C'était quoi? Mais peut-être qu'il l'utilise encore, là. Faut pas qu'elle dise. Oui, c'est ça. Ben non, mais Isabelle me l'aurait pas dit si elle voulait pas que ça. Ben non, mais la question, c'est est-ce que tu t'en souviens? C'est pas de explique c'est quoi le face-off. Bon, c'est correct. Je me souviens très bien le pourquoi, mais le face-off... Alors, je te donne une mission. Un devoir. Un devoir. Kim n'était pas une bonne élève. D'ici au prochain balado, je veux que tu nous trouves c'était quoi ce face-off tomate. Je vais regarder avec les anciennes, voir si je m'en souviens. Ça m'intrigue. Bref, la saison de RSEQ, bien sûr, continue. Il y a également Équipe Québec des moins de 18 ans qui va très, très bien. 3 victoires, aucune défaite au championnat canadien des moins de 18 ans. Rosalie Tremblay, la capitaine, qui, je pense, a 4 buts jusqu'à présent. Léolie Lachapelle. Puis il y a également... Anaïs Lepron. Oui, elle est là, mais c'est pas elle, j'allais dire Madison Lévesque. Oui. Ah, ben oui, Maddie, on l'avait... C'est vrai, on l'a coaché aussi. Ah, pour vrai? On a coaché tout le monde, nous autres. Parce que Maddie, dans le fond, c'est la première du Collège Bourget à... vraiment commencer à sortir et à faire les équipes Québec et les camps d'entraînement d'équipe Canada. D'ailleurs, Mélodie Daou était, qui est l'entraîneur-chef du Collège Bourget, elle était à la pratique d'équipe Canada que j'ai vue. Puis j'ai été la voir, je dis, puis ça te manque-tu? Elle dit, c'est sûr. Ben oui. Elle dit, c'est sûr. Elle était là avec son plus récent bébé. Et puis, elle dit, c'est sûr, mais elle dit, j'aime ce que je fais, puis j'ai la chance d'être sur la glace à chaque jour. Ouais. Fait que ça c'est quand même, c'est cool pour elle. Elle redonne aux jeunes, c'est bon. C'est bon pour le hockey féminin au Québec. Là. Puis ça m'a tellement fâché parce que, puis on va terminer avec ça, parce qu'ils ont changé le règlement 1 an trop tard. Ouais. C'est le règlement où 1 an plus tard, Mélodie n'aurait pas été, parce qu'elle avait signé un contrat de réserviste, elle n'aurait pas été obligée de repasser par le repêchage. Parce que maintenant, à partir du moment où tu signes n'importe quel type de contrat, tu n'es plus obligé de repasser par le repêchage. Abby Boreen, c'est la même chose. C'est juste arrivé 1 an trop tard, ce qui fait en sorte que Mélodie aurait peut-être pu... elle avait encore du bon... Tu as joué avec elle cette année-là, là. Elle avait encore du bon hockey à jouer. Là. Ben oui. On l'oublie, là, on parle souvent de Pou. Mais Mélodie, elle a été MVP aux championnats mondiaux. MVP, l'année 2018 que je parlais tantôt, c'est parce que le Canada a perdu la médaille d'or en finale, mais c'est Mélodie qui a été la MVP. Elle a quand même marqué ces années-là avec l'équipe Canada. C'était beau, là, son échappée, où elle a, à une main, là, c'était un très beau. Mais Mélodie, c'est tellement une fille talentueuse, des habiletés... offensives, là, à score, c'est fou. Tu sais, déjouer les gardiens, là, que ce soit en échappée ou en tir de barrage, c'est une fille sur qui tu peux vraiment compter. Elle a des mains, c'est vraiment exceptionnel. Puis une vision de jeu qui est hors pair. C'est sûr que... Moi, j'ai eu l'opportunité aussi de jouer avec elle, mais c'est ça. Je pense que je comprends exactement qu'est-ce qu'elle vit. Moi, j'ai joué contre, puis j'aurais aimé mieux l'avoir dans mon équipe. C'est dommage aussi parce qu'elle avait fait la demande, comme Nathalie Spooner, de pouvoir jouer uniquement dans son marché, étant donné sa situation familiale. On a dit oui à Spooner, on a dit non à Mélodie. On n'aura, j'imagine, jamais de réponse plus loin que pourquoi oui à une, non à l'autre. Mais malheureusement, ce qui a fait en sorte que Mélodie a joué que quelques parties dans la LPHF, mais je suis content de voir qu'elle s'épanouit dans ses nouvelles tâches avec le Collège Bourget. Puis bref, Madison Lévesque, qu'on a un bon tournoi, donc le Québec qui se qualifie, là, qui va aller au quart. Toutes les équipes font les quarts de finale, mais ça regarde bien, mettons, pour la suite des choses. On pourra aussi en reparler la semaine prochaine. Mais c'est ce qui fait le tour de cet épisode d'Avantage numérique, un autre épisode fort intéressant. La
la saison de la LPHF s'en vient. Là. Les camps d'entraînement commencent en fin de semaine. Ouais. Donc, il va y avoir les matchs préparatoires. La série de la rivalité s'en vient également. Puis bon, la saison commence le 21. Là. On va avoir nos prédictions. Dans 2 semaines, ça va être nos prédictions. Qui a gagné la dernière année de prédiction? Non. C'est moi. C'est toi, hein? Oui. T'es venu nous chercher ça comme le Canadien en fin de match, puis qui font des remontées. Si c'était toi, tu t'en souviendrais. Ouais, exact. C'est sûr, je m'en souviens. C'est pour ça que je m'en souvenais pas, parce que c'était pas moi. C'est ça, hein? Tu me connais bien, Anso. Hey, Anne-Sophie Betté, Kim Deschênes, merci d'avoir été avec moi cette semaine encore. Je vous invite à consulter la page Instagram et Facebook de hockeyféminin.ca pour avoir toutes les nouvelles concernant le hockey féminin et particulièrement nos Québécoises. Sur ce, on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.